thèse de Mme Marion Vincent, donc thèse intitulée Apprentissage continu pour divers scénarios d'arrivée de données vers des applications robustes et éthiques de l'apprentissage profond. Donc la thèse a été dirigée par M. Martial Mermillot, professeur des universités de Grenoble-Alpes, et co-dirigée par Mme Marina Péloz, ingénieure de recherche CEA à Grenoble, Mme Christelle Godin, directrice de recherche CEA. Les rapporteurs de la thèse sont Mme Alice Othmani-Mechès, de conférence à l'Université de Paris-Est Créteil, et Mme Céline Hulot, professeure des universités à l'Université Paris-Saclay. Et les autres membres du jury, c'est donc M. Robert French, donc directeur de recherche émérite CNRS, et moi-même, M. Célestin Mili, je suis professeur des universités à l'Université de Grenoble. Donc, Mme Vincent, vous avez 45 minutes pour présenter vos travaux, donc une présentation qui sera suivie par une session de questions-réponses. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Monsieur le Président du jury ainsi que l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté d'évaluer mon travail de thèse et ainsi que l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter mes travaux de thèse intitulés Apprentissage continu sous divers scénarios d'arrivée des données vers des applications robustes et éthiques de l'apprentissage profond. Donc, cette thèse a été réalisée au CEA sous la direction de Martial Mermillot du laboratoire de psychologie et neurocognition, de Marina Péloz du laboratoire d'intelligence intégrée multicapteur du CEA LIST et enfin de Christelle Godin du laboratoire de signal et système du capteur du CEA LETI. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet de ma thèse, je voulais vous présenter un peu en quelques mots qu'est-ce qu'était l'intelligence artificielle. Donc je matérialise ici par ce petit robot que vous pouvez appeler à votre convenance ChatGPT ou DALL-E. On va lui mettre en entrée un certain nombre de données qui vont venir potentiellement du monde entier. Et l'objectif va être d'entraîner ce robot afin qu'il puisse restituer les connaissances sous diverses formes selon les applications qui vont être souhaitées. Mais donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y a réellement derrière l'IA, qui est finalement un ensemble de techniques qui vont permettre d'imiter l'intelligence humaine. Donc parmi ces techniques, on va retrouver l'apprentissage machine, dans lequel on retrouve également les techniques d'apprentissage profond, qui consistent à utiliser des réseaux de neurones artificiels, donc qui vont être inspirés des réseaux de neurones biologiques qu'on trouve chez les humains, et dans lesquels on va pouvoir par exemple matérialiser par des poids les neurones tels qu'ils sont chez les humains, et ensuite les connexions entre les neurones vont représenter les synapses. Pour les différents types d'apprentissage auxquels on peut être confronté, donc il y a dans un premier temps l'apprentissage supervisé. Donc pour l'apprentissage supervisé, on va avoir des données qui vont être étiquetées. Donc c'est-à-dire que nos données vont avoir chacune des labels qui vont être associés et on va pouvoir entraîner notre algorithme grâce à ces données et leurs labels. Ensuite, on peut avoir affaire à des algorithmes d'apprentissage non supervisés. Donc cette fois-ci, nos données ne seront pas étiquetées, on n'aura pas de label. Ou enfin des algorithmes d'apprentissage par renforcement qui vont utiliser le retour de l'environnement pour pouvoir s'adapter par la suite. Dans le cadre de cette thèse, on s'intéressera plus particulièrement à l'apprentissage supervisé. Pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, on peut avoir plusieurs possibilités, soit considérer des problèmes de régression ou bien des problèmes de classification. Dans le cadre de cette thèse, à nouveau, on s'intéressera particulièrement aux problèmes de classification. Ensuite, pour ce qui est des problèmes de classification, on peut avoir affaire à plein de types de données différentes, comme des images, du son, de la vidéo, du texte ou d'autres types de signaux. Et nous, dans le cadre de cette étude, on s'intéressera particulièrement à des données images. Ensuite, pour ce qui est des applications de l'IA, il y en a des milliers. Et ici, on s'intéressera plus particulièrement à l'intelligence artificielle au service de l'humain. Parmi les applications qui sont étudiées, notamment dans les laboratoires dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours de cette thèse, on peut retrouver la conduite autonome, la question de la santé, avec notamment les soins aux patients ou l'aide au diagnostic médical, et enfin la surveillance des données, que ce soit des données environnementales ou structurelles.
pour l'ensemble de ces applications que j'ai citées ici, on va avoir affaire à des capteurs qui vont avoir des données qui vont arriver de manière continue et dans un environnement changeant. Donc, il va falloir considérer ce que l'on appelle l'apprentissage continu ou incrémental. Les termes sont équivalents. Donc, pour ce type d'apprentissage, on va retrouver notre petit robot. On va lui donner, dans un premier temps, une tâche 0 avec des chats et des avions. On va l'entraîner sur cette tâche et il va devoir être capable de prédire sur des données de test de chats et d'avions. Ensuite, on va lui donner uniquement les données d'une tâche 1 avec des fleurs et des bateaux. Et il va devoir être capable de prédire à la fois sur des données de chats, d'avions, de fleurs et de bateaux, mais sans avoir revu des données de chats et d'avions au préalable. Et ainsi de suite jusqu'à une tâche L. Ensuite, pour ce qui est des applications que j'ai citées précédemment, elles ont toutes un rapport avec, étant donné qu'elles sont au service de l'humain, avec un lien donc entre l'homme et la machine. Lorsqu'on a des interactions entre les êtres humains, les émotions peuvent être très présentes et très au cœur des débats, puisque la façon dont on va exprimer nos émotions va permettre de faire en sorte que le discours au niveau de notre interlocuteur soit reçu différemment. Au niveau d'une interaction avec une machine, donc un petit robot, potentiellement, nous allons exprimer les choses de la même manière qu'un humain, donc en exprimant nos émotions. Mais si le robot n'est pas programmé pour reconnaître nos émotions, il ne va pas forcément comprendre les choses de la même manière que ce que l'on souhaitait leur exprimer. C'est pourquoi le champ de recherche de l'informatique affective a été créé et il trouve application dans un très très grand nombre de domaines d'application. Donc c'est ainsi qu'on peut définir les problématiques qui vont aller autour de ma thèse. Donc, le fait de vouloir entraîner des algorithmes robustes dans un environnement changeant qui vont être capables de s'adapter en continu, donc avec la problématique de l'apprentissage continu. Ensuite, pour que l'IA soit au service de l'humain, on va s'intéresser à l'informatique affective et plus particulièrement à la reconnaissance des émotions. Et enfin, il va être essentiel de prendre en compte un certain nombre de considérations éthiques. Et dans le cadre de cette thèse, on s'intéressera tout particulièrement à la question du stockage des données, à la question de la confidentialité de ces données, ensuite à la question de l'intégrité de nos algorithmes, donc c'est-à-dire leur capacité à ne pas être biaisés vers tel ou tel type de population, et enfin la question de la consommation énergétique. Donc après avoir présenté ce contexte général et avant de vous présenter les conclusions et perspectives de mon travail, je vais diviser ma présentation en 3 parties. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter l'état de l'art, surtout lié à l'apprentissage continu, avec ses enjeux et ses difficultés. Ensuite, je vous présenterai l'évaluation de la robustesse d'un modèle d'apprentissage que j'aurais présenté dans la partie état de l'art qui s'appelle DreamNet. Et enfin, je vous présenterai une application de ce modèle d'apprentissage continu à la reconnaissance faciale des émotions. Et on gardera en filigrane de cette présentation les 4 considérations éthiques que je vous ai présentées précédemment. Donc, tout d'abord, on va passer à l'état de l'art. Donc, la première notion que je souhaite vous présenter ici est la notion d'oubli catastrophique. Donc, on retrouve à nouveau notre petit robot. On va lui donner à apprendre des chats et des bateaux. Puis, une fois que l'entraînement est fait, on va lui donner une nouvelle tâche, sans lui redonner les images précédentes, avec des fleurs et des avions, donc il va être capable de les classifier. Et ensuite, on va le tester sur des images de chats et de bateaux. Et on peut voir ici qu'au lieu de reconnaître des chats et des bateaux, il va se tromper et reconnaître des fleurs et des avions. Et c'est alors ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. Donc c'est un phénomène qui va survenir tout particulièrement dans les réseaux de neurones profonds et qui n'apparaît pas normalement chez l'humain. Et donc du coup, c'est pourquoi on va devoir créer des algorithmes d'apprentissage continu qui vont permettre de surmonter cette question d'oubli catastrophique. Il y a de nombreux modèles qui ont été proposés dans la littérature, mais la problématique que l'on peut rencontrer parfois, c'est que ces divers modèles ne sont pas forcément testés sur les mêmes critères et ils ne sont pas forcément comparables les uns avec les autres. C'est pourquoi il y a un certain nombre de desiderata qui ont été introduits par en particulier Delange et al. Et que je vais vous présenter ici.
Donc c'est des desiderata qu'il va falloir respecter pour pouvoir avoir des modèles d'apprentissage robustes. Donc je vais diviser ma présentation en deux parties. Donc, tout d'abord, vous présenter les desiderata qui sont couramment étudiés dans la littérature et qui maintenant constituent les 5 desiderata indispensables à remplir afin que notre modèle soit suffisamment robuste pour être comparé aux meilleurs modèles de l'état de l'art. Donc le premier desiderata est le fait d'avoir de l'oubli élégant. Donc l'oubli élégant, ça va être un compromis entre la stabilité et la plasticité de notre modèle. Et en fait, il va être très lié aux desiderata 4 et 5, donc forward transfert et backward transfert, qui sont en fait la capacité à utiliser la connaissance passée pour s'adapter à de nouvelles connaissances, mais aussi capacité à retenir la connaissance passée. Donc, on retrouve ici la plasticité, donc s'adapter à de nouvelles connaissances, et la stabilité, garder en mémoire la connaissance passée. Ensuite, on va retrouver le desiderata de la mémoire constante. Donc, notre taille mémoire ne doit pas dépendre de la taille du flux de données, sinon potentiellement on peut exploser selon le nombre de données qui vont arriver de manière continue. Et enfin, l'absence d'oracle, c'est-à-dire que la tâche, le label de notre tâche ne doit pas être disponible pendant la prédiction, puisqu'on doit pouvoir prédire au niveau du modèle sur des images qui viennent de n'importe quelle des tâches que l'on a regardées par le passé. Donc ça, ce sont vraiment les 5 desiderata indispensables pour construire les algorithmes d'apprentissage continu robustes. Et ensuite, nous pouvons retrouver 5 autres desiderata qui sont plus des perspectives de recherche pour la communauté et qui ne sont pas forcément toujours mis en place lors du développement des algorithmes d'apprentissage continu. Et parmi ces desiderata, on retrouve le task revisiting, c'est le fait d'être capable d'améliorer l'apprentissage en revoyant une même tâche. Ensuite, l'apprentissage online, c'est la capacité à s'adapter très rapidement à des nouvelles données, donc en entraînant sur un seul époque. Et ensuite, l'absence de frontières entre les tâches, donc le fait d'être capable d'apprendre des connaissances sans savoir si elles appartiennent ou non à une nouvelle tâche. Le fait d'être capable de s'adapter à des données également non labellisées, donc finalement passer à de l'apprentissage non supervisé comme je vous l'ai présenté précédemment. Et enfin, la capacité à être agnostique aux problèmes, donc pouvoir traiter différents types de problèmes, que ce soit la classification, la régression ou le clustering. Donc une fois qu'on a présenté ces desiderata, je vais passer à la présentation des différentes méthodes d'apprentissage continu. Donc dans un premier temps, on retrouve les méthodes de paramétrisation. Donc ces méthodes ont la particularité d'ajouter des nouveaux neurones au réseau de neurones dans l'apprentissage de nouvelles classes. Et malheureusement, ils ne répondent pas à certains des desiderata de base de l'apprentissage continu. Donc on ne va pas les explorer pendant cette présentation. Par la suite, on a les méthodes de régularisation qui, elles, vont du coup figer quelques-unes des connexions entre les neurones afin de ensuite entraîner l'algorithme sur de nouvelles tâches tout en n'oubliant pas les précédentes. Mais là, à nouveau, on peut avoir des problèmes de plasticité, entre dans le compromis plasticité-stabilité, donc on n'étudiera pas non plus ces méthodes dans cette présentation. Enfin, on retrouve les méthodes de replay qui sont les meilleures de l'état de l'art et qui remplissent les 5 desiderata que je vous ai présentés précédemment. Et parmi les méthodes de replay, on a 2 versions, donc les méthodes de rehearsal qui vont utiliser un buffer qui va stocker de vrais exemples du passé. Donc le but, ça va être ensuite d'entraîner notre réseau de neurones avec les exemples de la nouvelle tâche et en parallèle les exemples du buffer qui représente la connaissance passée. Mais la problématique de cette approche va être qu'elle ne préserve pas la confidentialité des données. Ensuite, les méthodes de pseudo-rehearsal vont, quant à elles, ne pas utiliser un buffer qui stocke de vrais exemples, mais un auto-encodeur qui va permettre, un modèle génératif qui va permettre de générer des images qui représentent la connaissance qui a été apprise précédemment. Donc la problématique avec ce type d'approche va être que ce type de modèles vont être lourds à entraîner et potentiellement moins performants lorsqu'on passe à un très grand nombre de classes.
Donc le modèle que je veux vous présenter et que l'on veut étudier aujourd'hui peut être classifié comme un modèle de replay. Il a d'ailleurs une version rehearsal et une version pseudo-rehearsal, mais il diffère cependant de la plupart des... sa bio-inspiration diffère des modèles que j'ai pu vous présenter dans les tas d'art précédemment. Et pour cela, donc, il faut revenir à la définition de la mémoire humaine afin de mieux comprendre d'où vient cette bio-inspiration. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les modèles de mémoire abstractive. Donc ce sont des modèles multisystèmes. Donc on va voir qu'ici on considère la mémoire comme un système distribué avec plusieurs types de mémoire différentes. Ici, on s'intéressera en particulier à la mémoire à long terme explicite, avec notamment la mémoire épisodique qui correspond à la mémoire autobiographique, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs que nous avons vécus. Et ensuite, la mémoire sémantique qui correspond aux connaissances générales que nous avons dans le monde, du monde. La particularité de ces mémoires, c'est qu'elles vont être pour la mémoire épisodique située dans l'hippocampe et pour la mémoire sémantique située dans le néocortex, et elles vont pouvoir communiquer l'une avec l'autre. Et notamment, pendant le processus de rêve, on va avoir des exemples au niveau de la mémoire épisodique qui vont être régénérés afin de venir consolider la connaissance que l'on a au niveau du néocortex. Et donc, le type de modèle qui va découler de ça vont être liés à la théorie des systèmes d'apprentissage complémentaires de McClelland et Hall. Et c'est notamment le cas du modèle ICARL et ER. Donc ce type de modèle vont utiliser un double réseau de neurones, avec un premier réseau de neurones qui va représenter la mémoire sémantique et un deuxième réseau de neurones qui représentera la mémoire épisodique. On peut aussi retrouver des modèles dans lesquels le deuxième réseau de neurones est en fait un buffer qui contient les ensembles d'exemples. Dans le cadre de mon étude, on va s'intéresser plutôt aux modèles de mémoire non abstractifs. Donc ça va être des modèles de mémoire considérés comme système unique. Donc dans ce type de modèle, on a la mémoire qui est en fait représentée comme un stock de souvenirs. Donc on peut voir ici les différents souvenirs en mémoire qui sont stockés sous forme de traces que l'on note de T1 à Tn. Et ensuite, on va s'inspirer d'un processus, on va mettre en place un processus inspiré du rêve afin de consolider la mémoire par l'intermédiaire de stimulation aléatoire. Donc on va venir stimuler notre mémoire avec une sonde en entrée, et en fonction des traces qui vont être activées, donc les souvenirs qui vont être activés dans la mémoire, cela va générer un écho qui va finalement représenter la connaissance qui a été retenue. Et donc il s'agit du modèle Minerva 2 de Hitzmann en 1984. Et la limite de ce modèle était le fait qu'il va être très dépendant de la stimulation qui va être mise en entrée. C'est pourquoi il a été ajouté par la suite le mécanisme de réinjection. Donc on reprend l'écho qui est sorti et on le remet en entrée afin de restimuler le modèle, afin que le modèle puisse converger vers une connaissance plus globale de ce qui a été appris dans la mémoire. Donc le modèle que je vais vous présenter est inspiré de ce principe de réinjection. Donc maintenant, je vais vous présenter l'architecture du modèle DreamNet, qui est un modèle inspiré des travaux de Stéphane Rousset et Bernard Hans. Donc, dans un premier temps, on va avoir un réseau convolutif. Donc, c'est un réseau qui va permettre d'extraire des caractéristiques d'une image qui représente au mieux l'image. Donc, on va extraire ce qu'on appelle ces features et on va les mettre en entrée d'un premier réseau qu'on appelle LearningNet. Donc la particularité de ce réseau LearningNet, qui possède une partie auto-associative, qui va reconstruire l'entrée au niveau de la sortie. Donc c'est finalement un peu le parallèle avec la sonde qui va être reconstruite au niveau de l'écho. Et ensuite une partie hétéro-associative qui va venir classifier les données qui ont été mises en entrée. Donc on va entraîner ce premier réseau LearningNet sur les features d'une première tâche, puis on transférera les poids du réseau LearningNet dans un réseau MemoryNet qui a exactement la même architecture que le réseau LearningNet. Ensuite, ce que l'on va venir faire, c'est mettre du bruit aléatoire en entrée du réseau MemoryNet.
Et ce bruit cette stimulation de bruit aléatoire va permettre, grâce à la partie autoencodeur, de régénérer l'entrée au niveau de la sortie, en même temps de générer des labels qui sont associés. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des pseudo-features qui vont être générées au niveau de la partie autoencodeur et des pseudo-labels qui vont être générés au niveau de la partie classifieur. Et ensuite, on met en place le processus de réinjection que je vous ai expliqué précédemment. Et ça nous permet d'obtenir une base de données de pseudo-exemples qui vont avoir capturé la fonction qui a été apprise par le réseau de neurones LearningNet auparavant. Et ensuite, on va revenir mettre les exemples de cette base de données de pseudo-exemples en entrée du réseau LearningNet en parallèle des autres exemples de la tâche suivante. Et ainsi de suite, c'est un mécanisme continu, ainsi de suite. Il existe une deuxième version de ce modèle qui se nomme convalé clé, où on utilise, au lieu d'utiliser du bruit aléatoire en entrée du réseau, on va utiliser un buffer avec de vrais exemples qui représentent donc la connaissance passée. Mais donc, cette version du modèle a été particulièrement étudiée dans les travaux de thèse de Miguel Solinas. Et dans le cadre de mes travaux de thèse, on s'intéressera particulièrement à la version data-free du modèle, étant donné qu'il nous intéresse pour le fait qu'il ne manque aucune donnée du passé, et ainsi préserve la confidentialité des données. Donc, nos objectifs vont être de proposer une méthode expérimentale qui va nous permettre d'évaluer la robustesse de notre modèle DreamNet, évaluer donc notre modèle DreamNet et le comparer aux autres modèles de la littérature sur des bases de données classiques de l'apprentissage de l'apprentissage profond, donc MNIST qui est une base de données de chiffres, et trois autres bases d'images, donc CIFAR10, ImageNet100 et CIFAR100. Ensuite, on appliquera DreamNet à la reconnaissance faciale des émotions, on testera son intégration sur une carte NVIDIA Jetson Nano, et enfin, on discutera de son intérêt pour la personnalisation et la réduction de vie. Donc, je vais maintenant passer à l'évaluation du modèle, de la robustesse du modèle DreamNet. Donc, pour pouvoir évaluer la robustesse d'un modèle, il va falloir considérer divers types de scénarios d'apprentissage. Donc, ces scénarios d'apprentissage vont être classifiés sur le fait qu'il y ait ou non une des frontières entre les tâches que l'on va considérer ou la disponibilité de l'identité de la tâche pendant la prédiction ou non. Donc, dans un premier temps, on considérera, dans cette présentation, on ne considérera pas le scénario task agnostic incremental learning car il demande d'intégrer de la détection de nouveautés, et ici on veut se concentrer sur l'apprentissage continu en lui. Ensuite, on ne considérera pas non plus le scénario de task agnostic, de task IL, car il demande la présence d'un oracle pendant la prédiction, et il ne répond donc pas à un des 5 desiderata essentiels pour la robustesse des modèles d'apprentissage continu. Et enfin, on n'étudiera pas non plus le modèle MIC qui demande des bases de données très spécialisées comme Core 50. Donc nous, on va s'intéresser au modèle, au scénario classe incremental learning, donc pour lequel on va avoir dans la tâche 0 un premier nombre de classes et dans la tâche 1 un certain nombre d'autres classes qui sont totalement différentes de la tâche 0. On s'intéressera également au scénario de domaine IL, et pour ce type de scénario, on va avoir dans la tâche 0 et de la tâche 1 des exemples des mêmes classes, mais seulement à la tâche 1, on aura des exemples différents de la tâche 0. Et selon si on a un shift dans la distribution de données ou non, ces exemples sont très différents de la tâche précédente ou plutôt similaires. Donc là, on passe de cartoon à image réelle, et là, on reste sur des images de cartoon. Ensuite, la deuxième chose à prendre en considération va être la formulation des flux d'arrivée des données. Donc la formulation la plus classique va être l'incremental batch learning. Donc pour l'incremental batch learning, on est divisé toujours en 2 tâches, 0 tâche 1. Et la particularité, c'est qu'on va pouvoir entraîner notre modèle sur un très grand nombre d'époques. Donc on va pouvoir voir les données un très grand nombre de fois pour entraîner notre modèle. D'un autre côté, on a la formulation d'online continual learning, et cette fois-ci, au lieu de pouvoir entraîner notre modèle sur un très grand nombre d'époques, on va pouvoir entraîner notre modèle sur un seul époque. Donc on ne pourra voir les données de chaque tâche qu'une seule fois.
Et enfin, on a la formulation de flux d'arrivée des données de online streaming learning, et cette fois-ci c'est encore plus contraint dans le sens où on ne peut avoir qu'une seule image par tâche et on ne peut l'avoir qu'une seule fois. Donc l'algorithme est entraîné que sur un seul époque. Et l'ensemble de ces formulations de flux d'arrivée des données, et en particulier le online continuous learning et le online streaming learning, nous permet d'aller étudier des nouveaux désidérateurs de l'apprentissage continu que sont l'apprentissage online. Donc pour cela, on va présenter un certain nombre de sous-scénarios, tout d'abord du scénario classe incremental learning et ensuite du scénario domaine incremental learning. Donc le premier sous-scénario que je vais vous présenter est le scénario C1 qui correspond en fait au sous-scénario le plus utilisé dans la littérature puisque c'est le scénario incremental batch learning. Mais il est aussi le plus éloigné d'un cas réel, puisqu'on a le droit de voir nos données un nombre limité de fois pour pouvoir entraîner notre modèle. Ensuite, le scénario C2 va être plus contraint, donc nos données vont être disponibles sur un temps limité, on ne pourra les voir qu'une fois, donc c'est du online continuous learning. Ensuite, on va être encore plus contraint pour le scénario C3, donc cette fois-ci, on va carrément réduire le nombre de données par tâche, donc les données dans chacune des tâches vont arriver en faible quantité, avec seulement 50 exemples par batch. Et ensuite, pour les scénarios C4 et C5, on va introduire une particularité, c'est le fait d'être confronté à certains exemples, aux exemples de seulement certaines classes, en raison du contexte. Par exemple, pour le scénario C4, on va être confronté qu'à des images de chiens parce que potentiellement notre algorithme ne va avoir que des chiens. Et inversement, pour le scénario C5, on ne va plus voir de chiens du tout, mais il va falloir être capable, au bout de la tâche N, de quand même reconnaître les images de chiens. Maintenant, on peut passer au scénario de domaine IL. Donc, à nouveau, on a le premier sous-scénario qui est un scénario assez classique, qui est l'équivalent du scénario C1, mais avec des exemples des mêmes classes pour chacune des tâches, mais toujours entraîné en incremental batch learning. Ensuite, le sous-scénario D2, on a des données qui sont disponibles en faible quantité et sur un temps limité. Donc là, on trouve nos batchs de 50 exemples et notre apprentissage sur un seul époque. Ensuite, pour le sous-scénario D3, on a la prédominance d'une des classes dans chacune des tâches. Donc ici, par exemple, on a plus d'exemples de chiens que des autres classes dans chacune des tâches. Et enfin, pour le sous-scénario D4, on va avoir une prédominance de classes différentes dans chacune des tâches. Donc déjà les chiens, ensuite les bateaux, ensuite etc. Et enfin, le sous-scénario le plus contraint va être le sous-scénario D5 qui va être sous une formulation de flux d'arrivée des données d'online streaming learning. Donc on va avoir les tâches 1 à n qui vont être entraînées sur une seule donnée à la fois et sur un seul élément. Donc une fois qu'on a présenté tout l'ensemble des sous-scénarios, on va aller regarder au niveau des modèles de la littérature lesquels ont été testés sur ces sous-scénarios et pour quelle base de données. Et on peut voir dans ces deux tableaux que finalement, particulièrement les scénarios C1 et D1 ont été vraiment beaucoup explorés dans la littérature, mais les autres scénarios que j'ai proposés sont des nouveaux scénarios qui nous permettent d'aller vers des applications plus réelles. Et donc on va pouvoir comparer notre modèle, tout particulièrement sur les scénarios C1 et D1. Et ensuite, la comparaison avec les autres sous-scénarios sera plus compliquée pour l'instant. C'est pourquoi, par la suite, il faudra peut-être étendre notre proposition à d'autres modèles de la littérature. Donc, passons maintenant aux résultats. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les résultats sur la base de données la plus simple, entre guillemets. Donc, c'est la base de données MLIST, qui est une base de données de chiffres. Donc, le but va être de reconnaître des 0, des 1, des 2, des 3, etc. Dans le sous-scénario C1, on va donc présenter déjà des images de 0, puis des images de 1, puis de 2, etc. Les données seront labellisées en 1, 2, 3, 4, etc. Et donc on peut retrouver la courbe de résultats des performances qu'on obtient. Donc pour la courbe en bleu clair, donc elle correspond à la courbe de l'algorithme fine-tune. Donc l'algorithme
fine-tune, c'est un algorithme qui n'introduit aucun mécanisme pour surmonter l'oubli catastrophique. Donc on peut très clairement voir sur cette courbe un réel oubli au fur et à mesure de l'apprentissage des nouvelles classes. En revanche, pour le modèle offline, c'est un modèle qui, à chaque tâche, on lui présente à chaque tâche l'ensemble des tâches précédentes, enfin des exemples des tâches précédentes. Et donc du coup, c'est la limite haute de notre modèle. Donc on peut voir que pour cette approche, il n'y a aucun oubli. Et ensuite, en orange et en rose pâle, on peut voir donc, les résultats pour notre modèle DreamNet dans sa version DataFree en orange et compagnie clé donc avec un buffer en rose. Et on peut voir que donc, notre modèle DreamNet DataFree surmonte très bien l'oubli catastrophique sans utiliser aucun buffer. Et il obtient des résultats similaires à sa version compagnie clé. Ensuite, si on passe au sous-scénario D1, et cette fois-ci avec shift dans les données, donc on peut se demander comment introduire du shift dans des données qui sont des 0 et des 1 qui finalement ne sont pas forcément très différents les uns des autres. Tout simplement, on va changer la labellisation de nos données. Donc cette fois-ci, au lieu de les labelliser nos images par 0, 1, 2, 3, 4, etc., on va les labelliser par pair ou impair. Et dans la tâche 0, on va avoir des images de 0 qui vont être classifiées pair et des images de 1 qui vont être classifiées impair. Mais dans la tâche 4, on aura donc nos mêmes images labellisées paires seront cette fois des 8 et impair des 9. Et donc il y aura un vrai shift dans la distribution de données, puisque une même donnée labellisée paire va être à la fois un 0, un 2, un 4, et un 8, etc. Donc quand on regarde les résultats de performance sur ce scénario, on observe toujours avec le modèle fine-tune un oubli catastrophique. Et on voit que notre modèle DreamNet DataFree surmonte très bien cet oubli catastrophique et est très proche de la limite haute de son modèle, le modèle offline. Donc maintenant, si on regarde les résultats sur l'ensemble des bases de données considérées ainsi que l'ensemble des sous-scénarios qui ont été présentés précédemment, on peut retrouver en bleu clair toujours notre modèle fine-tune, où on peut voir vraiment l'oubli catastrophique, surtout pour les scénarios C1 et C2. Et ensuite, notre modèle DreamNet DataFree en orange et le modèle offline en bleu. Et on peut voir dans ces résultats que notre modèle DreamNet DataFree est vraiment très stable sur l'ensemble des scénarios et l'ensemble des bases de données et permet de surmonter l'oubli catastrophique. On peut voir que pour la base de données 6%, surmonter l'oubli catastrophique est un peu plus complexe, mais les performances sont quand même honorables. Ensuite, si on passe à la comparaison avec les autres modèles de la littérature pour les scénarios sur lesquels il est possible de faire, on va toujours avoir notre modèle de DreamNet DataFree en orange. Et ensuite, là, si on regarde donc, les scénarios qui sont entourés les modèles entourés en rouge sont des modèles de régularisation, donc qui ne remplissent pas certains des critères des desiderata d'apprentissage continu. Et on peut voir que donc, ces modèles sont au même niveau pour la plupart de l'oubli catastrophique. Et donc notre modèle DreamNet est très compétitif par rapport à ce type de modèle. Ensuite, par rapport au modèle de pseudo-rehearsal, on peut voir que nous sommes avec notre modèle sur des performances similaires. Et enfin, par rapport au modèle de rehearsal, donc le modèle qui va utiliser des buffers qui stockent des données du passé, on est également sur des performances assez similaires sur la plupart des bases de données et des scénarios. Ce qui est donc très encourageant pour notre modèle, puisque lui, il est comparable à des modèles qui utilisent des buffers qui stockent des données du passé, alors que lui, notre code. Par contre, pour ce qui est de la base de données ImageNet 100, la comparaison est plus complexe, puisqu'on peut voir ici que notre performance offline de notre modèle qui se trouve en haut, la 79,25, est bien plus haute que celle de la performance offline des modèles de la littérature. Et cela est dû au fait que nous utilisons un extracteur de caractéristiques, le ResNet50 que je vous ai présenté précédemment, qui est pré-entraîné sur la base de données ImageNet 1000, alors que les modèles de la littérature réentraînent cet extracteur de features de manière incrémentale. Donc il va être vraiment difficile de comparer notre approche avec celle de la littérature, puisqu'on n'utilise pas les mêmes méthodes, tout simplement. Donc, notre modèle surmonte très bien l'oubli catastrophique sur ce
sur cette base de données et sous ces scénarios, mais on ne peut pas conclure sa comparaison par rapport à la littérature. Ensuite, si on passe au scénario de domaine incrémental learning, on peut voir que cette fois-ci, le modèle fine-tune ne présente pas d'oubli catastrophique, puisqu'ici, sur ces bases de données, on ne va pas avoir de shift dans la distribution de données, puisque les données des différentes tâches vont être vraiment similaires. Mais néanmoins, on peut également remarquer que notre modèle DreamNet DataFree est très stable sur l'ensemble des scénarios et l'ensemble des bases de données, ce qui est quand même intéressant dans le cas où dans un cadre d'études où il serait amené à devoir, après avoir appris s'être entraîné sur des données en scénario classe incremental learning, devoir avoir affaire à des données en scénario domaine linéaire. Et si on fait une comparaison avec la littérature dans le cadre d'un scénario avec Shift, donc l'introduction du Shift que je vous ai expliqué pour la base de données MNIST, on peut voir que notre modèle est compétitif par rapport aux autres modèles de la littérature. Pour la base de données CIFAR 100, on retrouve le même problème qu'avec ImageNet 100 tout à l'heure, avec une difficulté de comparaison à cause du pré-entraînement de notre extracteur de features, mais cependant, on surmonte à nouveau très bien l'oubli catastrophique avec notre modèle. Donc en conclusion, l'approche que nous avons proposée nous permet de tester la robustesse d'un modèle d'apprentissage continu. Et pour DreamNet DataFree en particulier, il va être robuste sur l'ensemble des sous-scénarios que nous avons testés et sur l'ensemble des bases de données considérées. Il va être compétitif avec les autres modèles de l'état de l'art qui utilisent ou non des buffers pour MNIST, CIFAR 10, CIFAR 100 et avec une difficulté à se comparer pour ImageNet 100. Il répond à 7 des 10 desiderata de l'apprentissage continu et a en plus la particularité de ne stocker aucune donnée et de préserver la confidentialité des données. Donc, maintenant nous arrivons enfin à la troisième partie qui est l'application à la reconnaissance des émotions. Donc pour ce qui est des émotions, au niveau de la catégorisation, selon Ekman, on va être catégorisé en 7 émotions primaires, que sont le neutre, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse, la joie et la surprise. Pour ce qui est des modalités, on va avoir plusieurs possibilités, soit des images, de l'audio, de la vidéo ou des signes physiologiques comme le rythme cardiaque ou d'autres. Dans le cadre de cette étude, on s'intéressera principalement aux images et donc à la reconnaissance faciale des émotions. Pour ce qui est de l'adaptation de notre modèle DreamNet, c'est assez simple, on va garder exactement la même architecture. La seule différence va être que l'on va pré-entraîner notre ResNet 50 sur la base de données FAIR 2013 avec une base de données classique de la reconnaissance faciale des émotions. Donc pour ce qui est des résultats sur un scénario classiel, donc en faisant apprendre d'abord la colère, puis le dégoût, puis la peur, etc., on obtient les courbes suivantes. Donc on peut voir à nouveau avec notre modèle fine-tune le phénomène d'oubli catastrophique qui apparaît. Notre modèle offline nous permet d'avoir la limite haute de notre modèle et on peut voir que notre modèle DreamNet DataFree surmonte l'oubli catastrophique. L'autre remarque que l'on peut faire, c'est qu'il surmonte l'oubli catastrophique en étant au-dessus de sa version combine replay, donc qui utilise un buffer, mais également au-dessus de la version du modèle expérience replay qui utilise également un buffer. Là, dans les expériences que j'ai faites, les buffers contiennent environ 20 vrais exemples par classe. Et donc, encore une fois, on montre l'intérêt de notre modèle qui surmonte l'oubli catastrophique tout en préservant la confidentialité des données, ce qui est quand même particulièrement intéressant pour la reconnaissance des émotions. Ensuite, on va passer à la partie, la question de la consommation énergétique avec l'implémentation sur un démonstrateur. Donc, ce travail a été réalisé en collaboration avec Olivier Anthony Philippe. Nous avons voulu intégrer notre modèle DreamNet sur une carte NVIDIA Jetson Nano qui est dotée d'une petite caméra qui permet de filmer son environnement. Donc le pipeline d'apprentissage que l'on va considérer va être le suivant. On va avoir des modèles figés qui nous permettent d'extraire les features de visage et ensuite on va pouvoir entraîner notre modèle DreamNet DataFree. On va considérer le scénario suivant, donc l'apprentissage de 5 émotions initialement, qui sont le neutre, la colère, le dégoût,
la peur et la tristesse, puis l'ajout de deux nouvelles émotions que sont la joie et la surprise. Donc, en première étape, on va tester notre démonstrateur sur les 5 premières émotions entraînées. Donc, on peut voir ici qu'il reconnaît très bien les 5 premières émotions. Mais lorsque l'on teste notre démonstrateur sur les 2 nouvelles émotions, donc la joie et la surprise, puisqu'il n'a pas encore été entraîné, on peut voir ici qu'il ne les connaît pas du tout. Donc là, il classifie colère pour la joie et la surprise. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va capturer 10 images de la joie et 10 images de la surprise afin de pouvoir entraîner notre modèle. Donc ensuite, on va entraîner le modèle DreamNet. Cela va prendre environ 1 minute d'entraînement, pardon. Puis on va tester le démonstrateur sur les nouvelles données apprises. Donc là, on peut voir que la joie et la surprise sont très bien apprises, très bien reconnues. Mais le plus important est de tester maintenant sur les 5 autres émotions pour voir si elles ont bien été retenues, et on peut voir qu'elles sont aussi bien reconnues que dans l'étape 1 de la démonstration. Et enfin, on va tester le démonstrateur sur un vrai visage, et on peut voir que cette fois-ci, on peut à nouveau très bien reconnaître l'ensemble des émotions. Donc ce démonstrateur a pu être présenté dans la conférence internationale ECML-PKDD en septembre 2022 à Grenoble et au List State Days en juin 2023 à Paris-Saclay. Et enfin, pour finir cette présentation, je voudrais vous présenter la question de la personnalisation et de l'atténuation de biais qui va nous permettre de discuter de l'intégrité, des potentielles possibilités d'intégrité de notre algorithme. Il n'y aura pour cette partie pas de résultats, mais plutôt des perspectives de travail sur des scénarios que je vais proposer. Donc, tout d'abord, le scénario de personnalisation va consister au fait d'avoir dans la tâche 0 des images d'un premier visage, puis dans la tâche 1 des images d'un nouveau visage. Et le but va être de pouvoir personnaliser notre modèle sur un nouveau visage, tout en étant capable de toujours généraliser à d'autres visages qui ont été appris précédemment. Ensuite, on a également une autre possibilité, c'est d'avoir entraîné sur la tâche 0 sur un plus grand nombre de visages, puis d'entraîner sur un autre visage spécifique lors de la tâche 1. Et on peut retrouver des scénarios de classe incremental learning ou de domaine incremental learning dans ce cas, puisque la personne de la tâche 1 finalement pourrait être par exemple très joyeuse, particulièrement joyeuse, et donc présenter beaucoup d'images de la joie, mais pour autant il faudra au bout d'un certain temps d'apprentissage, être quand même capable de reconnaître les émotions de la tristesse ou de la colère, et donc cela va pouvoir être possible si on a entraîné de manière continue par rapport à la tâche 0 qui contient toutes les émotions. Ensuite, pour la question de l'atténuation de biais, on va être sur des scénarios avec en tâche 0 des images d'une personne d'un premier genre, donc c'est un homme, et ensuite des images de femmes, et le but va être de pouvoir spécialiser notre modèle sur des images de femmes tout en étant capable de généraliser avec des images d'hommes et de femmes et ainsi de ne pas faire de discrimination de genre. Et enfin, on aura la même considération pour la question de l'ethnicité, donc d'avoir une première ethnicité dans la tâche 0 puis dans la tâche 1. Donc si je vous présente ces différents types de scénarios, c'est parce que nous pensons que le modèle DreamNet DataFree serait vraiment très adapté à ce type d'approche, puisque nous avons montré qu'il est très robuste en classe incremental learning et en domaine incremental learning, et il nous permettrait ainsi de pouvoir s'adapter à de nouvelles données en permettant de la personnalisation et de l'atténuation de biais, tout en préservant la confidentialité des données. Donc maintenant, pour conclure sur l'ensemble de ce travail, donc nous avons considéré la question de l'apprentissage profond, et plus particulièrement la question de l'apprentissage continu pour des applications de l'intelligence artificielle au service de l'humain. Nous avons alors considéré les différents desiderata indispensables pour créer des modèles d'apprentissage continu robustes. Et cela nous a permis d'étudier les divers scénarios d'arrivée de données, divers flux de formulation de flux d'arrivée de données, et diverses méthodes d'apprentissage continu, et tout cela à la lumière de notre modèle DreamNet Data.
Ensuite, nous sommes également intéressés à la question de l'informatique affective pour les interactions homme-machine, plus particulièrement à la reconnaissance faciale des émotions. Et ainsi, nous avons pu explorer la question des dispositifs portables, de la confidentialité des données, de la personnalisation et de l'atténuation biais, et toujours avec un modèle DreamNet. Et nous avons ainsi montré que notre modèle était robuste pour des scénarios de classe incremental learning et domaine incremental learning, qu'il était compétitif avec des modèles de l'état de l'art qui utilisent des buffers, alors que lui n'en utilise pas, qu'il préserve la confidentialité des données, et qu'il répond à 7 des desiderata de l'apprentissage continu que nous avons évoqué précédemment, qu'il est intégrable sur une carte NVIDIA Jetson Nano, et applicable à des bases de données de reconnaissance faciale d'émotion, et qu'il ouvre des perspectives pour la question de la personnalisation et de l'atténuation de biais. Enfin, pour ce qui est des perspectives de mon travail, je voudrais les découper en 3 parties. Donc, tout d'abord, celle spécifique au modèle DreamNet, celle plus orientée sur l'apprentissage continu, et enfin, celle adaptée à la reconnaissance d'émotions. Donc, pour ce qui est de DreamNet, nous souhaitons travailler sur l'intégration de l'extracteur de caractéristiques, donc le ResNet50, dans le processus de réinjection afin d'enlever cette problématique que nous avons du ResNet50, enfin de l'extracteur de features pré-entraînant. Ensuite, nous souhaiterions étudier DreamNet sur des données temporelles et l'évaluer également sur des scénarios de task agnostic IL qui demandent de l'ajout de détection de nouveautés, mais nous sommes assez conscients sur le fait qu'il pourrait être possible d'intégrer cet ajout de détection de nouveautés grâce à la partie auto-encodeur de notre modèle DreamNet. Ensuite, pour ce qui est de l'apprentissage continu, nous souhaiterions étendre notre protocole expérimental d'évaluation de la robustesse des modèles aux autres modèles de la littérature, et ensuite pouvoir explorer les 3 desiderata restants que nous avons laissés de côté dans cette présentation et dans ce travail en général. Pour ce qui est de la reconnaissance des émotions, nous souhaiterions poursuivre l'étude qui a été proposée sur la personnalisation et l'atténuation de biais, et nous voudrions proposer une version compressée de DreamNet pour pouvoir l'intégrer sur des plateformes encore plus contraintes que la Jetson Nano pour aller vers des applications dans la vie courante. Et enfin, nous souhaiterions explorer la reconnaissance d'émotions continue multimodale qui est très peu encore étudiée dans la littérature. Et pour finir, donc, il y a eu un certain nombre de collaborations avec mon travail de thèse qui m'ont permis de faire un échange avec l'équipe Affective Computing du Media Lab au MIT, donc avec Katie Newton et Matt Ho. Ensuite, j'ai également pu faire une collaboration dans le cadre de l'Institut MIAI avec Lucretia Carboni, Dwight Ney, Michel Doja et Sophie Achar afin d'étudier l'oubli dans les réseaux de neurones à l'aide de graphes, donc pour voir où pouvait se situer l'oubli dans notre modèle DreamNet. Et enfin, j'ai pu allier mes 2 passions qui sont donc la science et les arts à travers un spectacle Art et Science qui a été présenté au Curieux Festival 2022 à Strasbourg en collaboration avec une chanteuse lyrique Leila Badri et un vidéaste Charles-Frédéric Fiel. Voici les contributions scientifiques de mon travail et merci pour votre attention.